Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un livre étrange et beau. À la table des hommes, Sylvie Germain. Étrange parce que les personnages en sont étranges, proches de l'animalité parfois. Certains personnages sont des animaux, proches de la sauvagerie, dans un sens positif ou négatif, mais aussi attirés par la culture, par le langage, par les livres notamment. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce livre-là. Cela commence d'une manière assez déstabilisante pour le lecteur, à la table des hommes, puisque toute la première partie nous est racontée du point de vue d'animaux, et principalement d'un animal qui est un cochon qui naît dans un lieu où visiblement tout est chamboulé, et qui découvre le monde de manière assez instinctive, mais avec les mots de Sylvie Germain pour nous montrer, pour essayer peut-être de comprendre ce que vit un animal, ce que pense, même si le terme est problématique, un animal. Ce qu'il sent, quels seraient les mots qu'il utiliserait s'il pouvait parler. On est dans une situation qui est une situation de catastrophe. Alors il se trouve que le livre est dédié à Naoto Matsumura, le gardien des animaux de Fukushima. Donc, est-ce qu'on est après une catastrophe nucléaire? Les lieux, les dates, les choses précises ne sont pas données dans ce livre-là. On ne sait pas vraiment où ça se passe. Il y a une ambiance dans la suite du texte qui est plus une histoire d'humain, même si les animaux sont toujours présents. On a de la peine, même avec les noms qui sont donnés aux gens, à situer précisément le lieu. Ça pourrait être à peu près n'importe où, dans un monde à feu et à sang, un monde en guerre, avec des répits, mais des répits qui souvent sont de courte durée. Mais ce point de vue du cochon, entrons-y avec un petit extrait ici. Il pénètre dans un bois, s'enfonce dans l'ombre d'un taillis, il s'y embusque. Il n'a plus la force de fuir, d'errer sans fin, la peur aux tripes. Il est à bout de souffle, sa respiration se fait difficile, comme empêchée. Il lui faut pour un temps s'arrêter, se terrer dans un abri. Il s'affale au creux d'un fourré, exténué. Une odeur de pourriture sature se gîte. Elle est si forte qu'elle en est presque suffocante. Un corps gît là, tremblant de fièvre. C'est celui d'un humain. Il a perdu l'odeur propre à son espèce tant l'état de putréfaction de ses jambes est avancé. Il dégage une puanteur de charogne, commune à toute chair en voie de décomposition. Ses miasmes, le pourceau en a senti à satiété depuis des mois, et il n'en éprouvait nul émoi, sinon la promesse d'une nourriture providentielle. Mais cette fois, si, il est troublé, car vie et mort sont en lutte serrée contre cette pestilence. Et il se sent d'un coup saisi par elle, entraîné dans ce duel. Il voudrait se relever, se sauver. Il ne le peut pas. Lui aussi est secoué de frissons, sa respiration est sifflante. Il entre en unisson avec le corps brûlant qui grelotte près de lui. Ils gisent pressés l'un contre l'autre. La fièvre de l'un s'attise au contact de celle de l'autre. Leurs sueurs se mêlent, leurs chuintements se mélangent en un seul gémissement. Leur angoisse fait bloc. Chacun repousse de toute son énergie restante l'assaut croissant de la mort.
Le blessé se bat depuis des jours. Il a réussi à s'échapper lors d'une attaque lancée contre son village. Mais dans sa fuite, il a été touché de plusieurs balles, une au talon gauche, 3 dans les jambes. Il a continué à courir malgré ses blessures et à semer ses poursuivants, mais il a fini par s'effondrer. C'est intéressant comment on passe du point de vue du pourceau au point de vue de l'homme ici, de l'homme blessé dans cette ambiance de guerre, une ambiance d'apocalypse, où la mort rôde, mais où la vie résiste. Ça se termine comme ça, ce petit passage. Ils ne sentent plus rien, le pluriel. Le pourceau et l'homme, tout d'un coup, qui s'unissent. Ils sombrent dans la nuit, l'oubli du monde, d'eux-mêmes, de ce qu'ils furent. Ils s'abandonnent. La mort et la vie, alors, font volte-face. Et donc, ce mélange entre les humains et les animaux, ce point de vue tantôt animal, tantôt humain, du début du texte, on le retrouve dans les parties suivantes, dans la deuxième partie qui nous raconte l'histoire d'un garçon qu'on retrouve dans la forêt, beaucoup de scènes de forêt dans ce livre-là, avec tout ce que ça contient de mystère. Et ce garçon sauvage, on le retrouve, il ne parle pas, il vient d'un village, enfin on va l'intégrer plus ou moins dans un village sans trop savoir s'il est peut-être du camp de l'ennemi, donc on s'en méfie. Et cet enfant, on va l'appeler Babel. Babel parce que la tour de Babel, parce que il ne parle pas la langue, il ne parle pas, il fait des gestes, des bruits, et il est beaucoup plus proche, au début en tout cas, mais pendant quasiment tout le livre, des animaux, d'un animal en particulier, qui est une corneille, celle qu'on voit ici sur la couverture, qui est son animal totem, enfin en tout cas celui qui le suit partout. La corneille gîte dans les arbres en bordure du village. Chaque matin, elle vient se poser sur le toit de la caravane où elle sautille un moment avant de lancer une salve de cris en staccato. Dès que Babel entend le sautiller des pattes sur la tôle, il se lève d'un bond, il court à la fenêtre, martèle du bout des doigts des petits coups contre la vitre. L'oiseau cesse alors ses craillements et vient lui répondre du bout du bec par un piquetis sonore asséné de l'autre côté de la vitre. Le gamin rit, il éprouve durant ces instants un sentiment de familiarité, de complicité heureuse, et les mots Doudit Doulila lui remontent aux lèvres, il les chantonne tout en riant. Au début, Girzal, c'est la femme, je crois, qui accueille Babel, le jeune garçon, ou alors c'est peut-être un homme. Il est parfois difficile de distinguer les hommes des femmes avec ce genre de noms, en tout cas qui ne me sont pas familiers. Justement, ça crée un mystère supplémentaire dans la lecture. Au début, Girzal chassait le corvidé, mais Babel montrait alors une telle tristesse qu'elle a laissé faire. Elle, oui, c'était bien une femme. De toute façon, la corneille revient obstinément, tant que le jeu de salutation n'a pas eu lieu. Après quoi, elle s'en va survoler le village, se perche ici ou là, égrène encore quelques cris râpeux dans l'air, puis prend la direction de la forêt ou des champs, bientôt suivie par le gamin. Girzal a fini par appeler Doudi, cet oiseau compère du gamin. La forêt est son royaume. Il y flâne des journées entières. Parfois, il s'y attarde tant qu'il ne rentre qu'à l'aube. Il aime assister au déclin de la lumière dans le ciel qui semble s'arrondir à mesure que le bleu se sature, se violace, puis se fonce en noir indigo. Et au même rythme,
à la montée des ombres entre les fûts des arbres jusqu'à leur frondaison. Voilà, il y a quelque chose de très beau dans ces paysages de forêt, dans ces sensations de l'enfant, dans la forêt dont il est issu, même si cette forêt cache aussi de plus sombres choses. On y découvre un charnier, parce que tout ça se fait sous fond de guerre, d'une guerre larvée qui revient, qui repart. Et Babel va devoir fuir ce lieu, ce village, cette forêt, pour découvrir la ville et découvrir d'autres personnages qui vont petit à petit l'adopter, qui sont des personnages eux aussi un peu étranges, un peu en marge de la société. Par exemple, on le retrouve dans un espèce de vieil hôtel désaffecté où il est accueilli par deux hommes et un troisième personnage qui ne parle plus, qui est enfoncé dans la mélancolie. Et voici son premier matin dans ce nouvel endroit qu'il découvre. Babel se réveille de bonne heure, comme il l'a toujours fait, mais il lui faut un temps d'adaptation. Le lieu où il se trouve lui est étranger, et le silence qui règne le surprend. Il a rêvé à nouveau, mais cette fois sans images, sans couleurs, seulement des sons, des voix d'humains et d'animaux, des rires, des bruits de pas, des crissements de pneus, des sifflements de trains, d'autres d'oiseaux, des claquements de fusils, des frissonnements de feuillage. Un rêve sonore. Il a entendu les cris de la corneille. On la retrouve constamment dans le livre. Il a entendu les cris de la corneille à plusieurs reprises. Une fois encore, la nuit se révèle plus chaleureuse que le jour, plus habitée. Il se lève et va jeter un coup d'œil par le fenestron. Dans la clarté brumeuse du petit jour, il aperçoit une silhouette. Un homme vêtu d'un manteau non boutonné, qui lui bat les mollets, arpente à pas lents le jardin. Il s'arrête par instant, esquisse un geste de la main ou renverse la tête en arrière comme pour inspecter le ciel, puis reprend sa déambulation. Babel saute de la chaise, s'habille en hâte et sort de la chambre. Il passe devant la pièce labyrinthe, pousse la porte entr'ouverte. Une odeur âcre, un peu poisseuse, imprègne l'espace. Les deux hommes dorment comme des souches. Les deux hommes qui l'accueillent, qui ont passé la soirée précédente à se saouler. Yelnat affalé dans un fauteuil, Clovis allongé tout raide sur le tapis au milieu d'un fatras de livres et de papier. Entre eux, une table basse jonchée de bouteilles, de restes de nourriture, de mégots écrasés dans des soucoupes. Babel referme la porte, il se rend dans la cuisine, mange un morceau de pain, une pomme, puis il cherche l'accès au jardin. Dehors, il fait frais. L'air sent la terre humide, l'écorce de résineux. Cette attention portée sur les sensations, notamment sur les odeurs ici, qui donne une ambiance très charnelle à cette histoire-là. C'est une histoire incarnée profondément. Babel renifle, aspire à plein poumon, et soudain, il reste la bouche ouverte, emplie de fraîcheur et de senteurs poivrées. La silhouette se tient pile devant lui. L'autre aussi est surpris, mais il ne bâille pas comme une tanche jetée sur la rive. Il regarde juste le garçon avec étonnement. Babel se ressaisit. Il referme la bouche et déglutit tout sec sa boule d'air et d'odeur. Il avale de travers et se met à tousser. Et c'est les yeux mouillés de larmes dues à son bref étouffement, la voix faussée qu'il demande « Baldo ?» L'autre hausse les épaules en signe d'incompréhension et ébauche un furtif sourire. Ce garçon aux cheveux de paille et aux longs cils blancs humectés de larmes surgit de nulle part dans son domaine,
son enclos de protection contre le monde, le déconcertent sans l'effaroucher. Ils restent face à face, immobiles et muets. Leurs traits sont inexpressifs, leur corps atone. Seuls leurs yeux sont mobiles, brillants, interrogateurs. Ils se flairent du regard. Vous voyez le mélange des sens, ils se flairent du regard. À nouveau, l'odeur qui imprègne tout ce passage-là est le regard, la rencontre des deux personnages qui ne se connaissent pas l'un en face de l'autre. Ils s'inspectent droit dans les yeux sans scier, sans embarras. Leur curiosité a l'effronterie placide de la candeur. Ils ne décèlent rien qui puisse les mettre en garde. Pas de danger embusqué dans un recoin mental du vis-à-vis. Ils ne sentent l'un chez l'autre que du vide en émoi, que du rêve en alarme, que des murmures en attente d'un lever d'élocution. Rufus, voilà qui est ce nouveau personnage, finit par émettre un long soupir, auquel Babel répond par une expiration semblable, un soupir qui traverse le silence déposé en chacun d'eux, comme un ray de soleil, se glissant par la fente d'une persienne, transperce la pénombre d'une chambre et la fait frissonner. Un soupir qui s'achève en sourire. C'est le la donné à leur rencontre. C'est écrit d'une manière extrêmement fine, avec un sens aussi des mots. Un soupir qui s'achève en sourire. C'est très simple et c'est évidemment basé sur la proximité entre soupir et sourire, deux mots qu'on fait souvent rimer. Donc il y a un aspect poétique dans cette langue-là. Et la langue, justement, joue un rôle important dans ce récit. Babel, la tour de Babel, les multiples langues, au début n'a pas de langage, ou n'a qu'un langage appris des animaux, et puis petit à petit il découvre tardivement la langue, et il va, grâce à Rufus qu'il rencontre à ce moment-là notamment, petit à petit se passionner pour la langue, et entrer dans le territoire des mots. Et je vais lire un dernier passage. Il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais au fond, rien ne vaut la lecture pour raconter, pour savoir ce qui se passe dans cette histoire-là. Qui sont les autres personnages? Il y a un Clovis, il y a d'autres noms encore qu'on n'a pas entendus ici. Et puis, il y a les mots. Les mots qui rapprochent aussi des autres humains et des animaux. Il est question de Dieu aussi un peu, même si visiblement la question de Dieu dépasse Babel. Babel qui d'ailleurs va changer de nom à un moment donné. On va l'appeler Abel, parce qu'il n'a pas de nom au départ. Et une femme va l'appeler Abel, une femme dont il sera très proche. Mais les mots. Plus il avance dans le territoire des mots, plus celui-ci s'évase, s'accroît, il s'accidente, il se creuse ou s'élève. Dans l'écriture, il y a cette précision dans le choix des mots, des verbes ici. S'évase, s'accroît, s'accidente, se creuse, s'élève. On voit que ça part dans de multiples directions contrastées. Il y a des moments où Abel oscille entre angoisse et vertige devant cette immensité qui lui semble en écho à l'infinité de l'univers, en expansion continuelle. Et puis, comme en tout ce que l'homme invente, et qui à mesure le constitue et le transforme, il se trouve tellement d'ambivalence dans le langage. La beauté y prend racine et essor autant que la hideur, la bonté que la haine, la grandeur que la bassesse, le sens que le non-sens.
Même les mots les plus simples et limpides peuvent être obscurcis, distordus, et les plus francs circonvenus. Lui, il parle peu, il préfère écouter, il pèse les mots. Ceux qu'il emploie et ceux des autres les interrogent. Ses phrases sont courtes, sa voix toujours un peu sourde, à la fois lente et vite heurtée, à la limite du bégaiement, dès qu'il s'aventure dans une discussion. Mais lorsqu'il est seul, il parle beaucoup, en silence, au-dedans de son corps, de sa tête, de sa bouche, comme les portraits du Fayoum peut-être. Il ressasse les mots, les tourne et les retourne, les suce longuement ainsi que des noyaux de fruits jusqu'à l'amande. Quelle belle métaphore. Le langage se fond et se mêle à son sang, à sa chair. Il irrigue son cœur, son esprit, il innerve ses sens, les éclaire, les affine. Parfois il les assombrit, les assourdit, les blesse. Très intéressant l'utilisation des verbes ici, la multiplication des verbes pour affiner justement ce qui se dit par cette complexité du langage et cet aspect intérieur et vital de celui-ci. Et seul, il l'est souvent. Son travail le met davantage en relation avec les arbres, les plantes et les bêtes qu'avec ses congénères. Il est à présent jardinier dans une ménagerie située hors de la ville. Elle abrite peu d'animaux. Et on retrouve ces animaux. Divers oiseaux et quelques espèces naines, d'ânes, de sangliers et de chevaux, de chèvres, d'antilopes et de wallabies. Il entretient les pelouses étendues autour des enclos et des cages, taille les haies et les buissons qui agrémentent l'espace, plante des fleurs en massif, désherbe les allées et les nettoie de tous les déchets laissés par les visiteurs, etc. On retrouve le quotidien d'Abel. Un quotidien qu'il vit avec intensité, entouré d'autres humains, d'animaux, et dans cette fascination, cette découverte du langage, et au fond, ce passage qu'on vient de lire, c'est peut-être précisément la définition même de ce qu'on attend du langage quand il devient littérature, poésie. C'est qu'il soit ce feu en nous, mais ce feu qui est de l'eau aussi, qui se renverse constamment et qui nous traverse toujours et nous bouleverse aussi constamment. Et puis, il y a le monde autour, il y a la guerre, qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Bref, un livre très beau que À la table des hommes de Sylvie